Bienvenue à cet espace pour un entretien autour du roman et spectacle littéraire Le Désert Mauve. Je me présente Sébastien Dulude, je suis auteur en poésie, mais éditeur également aux éditions La Mèche et critique littéraire aussi pour Lettres québécoises et praticien de la scène aussi en poésie. Alors, je pense que c'est à ces nombreux titres-là qu'on m'a demandé de présenter cet entretien qui m'a tout de suite immédiatement plu comme invitation. C'est difficile à refuser compte tenu que c'est une œuvre qui a été marquante dans mon parcours à moi et que je m'intéresse de près, en fait, aux deux personnes qui sont à mes côtés. On aura quelques petites 25 minutes pour en discuter. Donc, je présente justement nos deux invités autour duquel la discussion se fera, avec lesquels on discutera. Tout à ma gauche, Nicole Brassard, bien entendu. Presque pas besoin de présentation, mais puisque toujours agréable de repasser ou de peut-être d'entendre même qu'est-ce qu'on synthétise, une carrière qui s'amorce, une démarche d'écriture qui s'amorce avec la fondation de la revue La Barre du Jour, donc en 1968, publiée régulièrement depuis ce temps-là. Des titres majeurs, Le Centre Blanc, Baroque d'Aube, French Kiss, Picture Theory et Le Désert Mauve, donc, qui occupera notre discussion aujourd'hui. Donc, voici la réédition plus récente, publiée à l'Hexagone. Et tout le travail de Nicole Brassard, minimalement, on ne peut pas passer à côté de, je dirais, deux aspects. Un engagement féministe très fort, qui est non seulement pionnier au Québec, mais toujours d'avant-garde. Et d'autre part, un travail très fort sur le mot, le langage, comme matériau même. Donc, on est plutôt, pour les linguistes, du côté du signifiant. Pas plutôt, mais disons, le signifiant n'est pas évacué du tout. Il est même au cœur de l'action littéraire de Nicole Brassard. Donc, merci d'être là. Bonjour. Bonjour. Avec plaisir. Et à l'extrême gauche, donc côté court pour vous, Simon Dumas, qui est d'abord poète. C'est comme de cette façon-là que je t'ai rencontré, l'auteur, entre autres, d'un recueil de poésie qui s'appelle Mélanie, qui est déjà une œuvre qui entre en résonance avec le travail de Mme Brassard. Mélanie est un personnage du Désert Mauve dont on parlera. Donc, c'est un ouvrage qui également, ça m'est apparu juste cet après-midi, aussi à l'Hexagone, en 2013, si je ne m'abuse. Il est également directeur des productions Rhizome, qui se spécialise dans le spectacle littéraire, le multimédia, donc des façons très contemporaines d'adapter la littérature pour la scène. Et c'est également le metteur en scène, l'idéateur, le concepteur du spectacle littéraire Le Désert Mauve, donc qui est une espèce de nouveau temps dans l'existence de ce roman, Le Désert Mauve. Donc, tous les deux également prennent part au spectacle. J'ai eu l'occasion d'assister à ce spectacle enfin hier et donc constater, parce que puisque je n'en savais pas tous les détails, que ces deux personnages sont sur scène. Alors, je découvre voilà, une fibre comédienne, en plus d'autres personnages qui sont intégrés dans la dimension cinématographique de la pièce. Mais on va discuter de ces détails-là au fur et à mesure où on y arrivera. Pour amorcer la discussion, je pense que c'est incontournable de se ramener d'abord au roman, Mme Brassard. Il y a un très grand nombre de pistes d'analyse possibles pour ce roman-là. Moi, dans mon parcours, ça m'a été enseigné. C'est un parcours normal, je dirais, de bac en études littéraires. C'est un incontournable, Le Désert Mauve. C'est souvent associé à l'émergence d'une littérature postmoderne au Québec, notamment pour sa création en couche, pour son autoréférentialité. Je ne voudrais pas qu'on s'égare dans les concepts théoriques, mais le livre propose tellement de pistes d'analyse dont je peux nommer au minimum celui de la traduction. On en reparlera amplement, évidemment. C'est le cœur du projet. Mais également tout ce qui relève du féminin, du féminisme, du lesbien également. La question de la violence, de la mort est omniprésente également. Il y a aussi un arrière-plan de guerre froide, de guerre nucléaire. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'aspects au livre qui peuvent aujourd'hui être discutés. Mais j'aurais aimé savoir au tout début, comme amorce à ce projet littéraire, c'était quoi la piste première que vous vouliez investiguer? La piste première, c'était la traduction. J'avais eu déjà plusieurs livres qui avaient été traduits. J'avais travaillé, entre autres, avec trois de mes traductrices, Barbara Godard, Suzanne de Lotbinière-Harwood et Patricia Claxton. Et j'avais été fascinée par leur travail, par les livres soulignés de toutes les couleurs et par ce que l'on peut faire dans une langue et ce qu'on ne peut pas dire dans une autre langue. Donc, j'avais été fascinée par ces phénomènes-là. Et puis, peu à peu, l'idée de la traduction était là. Et j'ai commencé avec un jeu, un personnage, une adolescente rebelle, et le texte un texte de 55 pages a suivi son cours. Mais après l'avoir écrit, j'ai compris que je ne pouvais pas immédiatement passer à la traduction. Et pour le faire, il me fallait mieux connaître mes personnages, enquêter en quelque sorte sur mes personnages, sur le désert, sur les grands thèmes, essayer de comprendre en quelque sorte les enjeux
qui s'était présenté avec cette jeune femme en quête d'absolu qui est Mélanie. Pour moi, ce que le roman tentait de traduire, c'est à la fois un deuil personnel, mais un deuil de civilisation, mais toujours un désir d'absolu, un désir de l'horizon, un désir de conquête de l'horizon et de la beauté, bien sûr, un questionnement sur la réalité, sur la peur. Et j'avais choisi le désert comme lieu parce que dans le désert, on retrouve des ruines de civilisation, vieilles voitures rouillées, canettes de bière, etc. On retrouve une part de laideur et la beauté est tout à côté. Et on retrouve aussi une force de la vie à travers les animaux, les insectes. Et c'est la vie, la mort, en fait, qui était là, mais bien enrobée, en quelque sorte. 2 mots sur la structure qui s'impose tout de suite. Là, on consulte le livre, on remarque immédiatement qu'il se passe quelque chose de pas si fréquent que ça dans le livre. Donc, vous disiez qu'au départ, ce personnage-là, Mélanie, c'est dans un récit, un roman qui s'appelle Le désert mauve, une 50aine de pages. Ce roman-là ouvre le désert. Donc, il y a un livre Désert mauve dans le désert mauve. Alors, c'est ce livre écrit par Laure Angstel et qui met en scène donc cette Mélanie dont vous parliez. Mais la deuxième partie du livre Le désert mauve de Nicole Brossard, c'est là où la traduction, alors, en fait, l'histoire, c'est qu'un personnage du nom de Maude Lorès, là, il y a une correspondance entre le lore de l'autrice et le Maude Lorès. Il y a tout un paquet de correspondances comme ça qui vient vraiment resserrer les relations entre les personnages. Et donc, cette traductrice, en fait, cette personne-là tombe sur ce livre-là, Le désert mauve, et en fait une obsession si grande qu'elle décide de le traduire. Et la partie du milieu de votre ouvrage, c'est une espèce de processus documentaire où là, on diffracte le processus de traduction en différents aspects. Et la dernière partie du livre sera le livre traduit, donc finalement, et là, c'est tout un jeu de comparaison qui s'ouvre lorsqu'on peut comparer justement les deux versions. D'ailleurs, le livre Le désert mauve ne s'appelait plus Le désert mauve une fois sa traduction effectuée, mais bien Mauve l'horizon. Et c'est intéressant parce qu'il y a tout le phénomène de la traduction, mais moi, je me suis sentie aussi différente dans l'écriture de la traduction. Dans la première partie, c'est l'écriture, c'est la passion, c'est l'envolée, etc. Et dans la traduction, je me suis sentie laborieuse. C'est-à-dire que j'avais un devoir à accomplir, aller jusqu'au bout du projet. Et souvent, je me disais, mais écoute, Nicole, tu dois aller jusqu'au bout du projet. Pas question de t'arrêter, même si c'est difficile, il faut aller jusqu'au bout. Mais j'étais dans une autre posture, entre guillemets, sentimentale, affective. J'ai été portée par un devoir, en quelque sorte. C'est intéressant, cette transformation-là, parce que ça m'amène aussi à présenter l'input de Simon, puisque ce livre-là a probablement justement une trajectoire que vous pouviez même pas soupçonner à l'époque, cette idée-là de transposer en spectacle littéraire. Mais donc, Simon, toi, tu amorces ta vie avec le désert mauve, ta vie littéraire, un projet littéraire lié au désert mauve avec ce livre Mélanie, qui déjà pose une question intéressante parce que prend un personnage déjà existant d'un ouvrage et se l'approprie, emprunte un personnage, lui imagine une vie plus tard que la période de 1987, ni plus ni moins, c'est-à-dire l'apparition du roman. Alors, il y a déjà une extension là, du projet qui s'en va de ton côté. Est-ce que c'est dans ce premier exercice-là du recueil Mélanie que se sont dessinées les premières pistes d'une extension ou d'une extrapolation du désert mauve vers sa forme spectacle qu'on connaît? Non, en fait, c'était une étape. Parce que je voulais déjà faire un film, puis j'avais déjà écrit un premier scénario de long métrage à partir du désert mauve en 2006. Et donc, le recueil, c'est une espèce d'étude où j'essaie de saisir les contours du personnage et de retracer sa constellation familiale, en quelque sorte, et familiale et affective. Et en même temps, j'étais dans une sorte, je l'ai écrit en 2010, en résidence à Mexico. Et j'étais dans une espèce de crise par rapport à la poésie à ce moment-là. J'essaie de redéfinir la poésie. Parce que Mélanie, ça marque une cassure avec mon livre précédent qui était La chute filante, interminable, puis terminée. Et là, je romps avec le lyrisme. Et puis, je tombe dans une poésie qui est plus conceptuelle et plus narrative. Et donc, en même temps que je cherche le personnage de Mélanie dans le texte, je cherche aussi le poème. Et puis quand le poème surgit en même temps que le personnage. C'est-à-dire que pendant presque tout le livre, je parle de Mélanie, mais Mélanie n'existe pas. Puis quand le Mélanie surgit,
elle surgit dans le texte, elle se met à exister textuellement, eh ben, en même temps surgit le poème. C'est la fin du livre. On a marqué poésie quand même. Donc ça, c'est une première rencontre, mais à ce moment-là, comment évolue finalement l'idée du spectacle littéraire, Le Désert Mauve, qu'on connaît aujourd'hui? Par quelle piste ça finit par se transformer tout ça En du fait, roman au spectacle? ça a toujours été, depuis 2003, c'était une idée de spectacle, mais je voulais que les images soient cinématographiques. Donc, si on se remet dans les années 2000, où on fait de la vidéo en mini-DV, ça me prenait vraiment, si je voulais avoir des images cinéma, ça me prenait des moyens cinéma. Alors, j'ai essayé pendant 10 ans de trouver du financement pour aller tourner en Arizona. Puis, à un moment donné, autour de... Bon, puis là, Mélanie, alors que j'écrivais Mélanie, je rencontrais des réalisateurs mexicains, des producteurs mexicains. Je me disais, on pourrait tourner le film au Mexique parce que c'est le même désert. Donc, je faisais du démarchage en même temps que j'écrivais Mélanie pour essayer de faire un film. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé qu'on n'allait jamais donner de l'argent à moi pour faire un film, tu sais, littéraire. On appelle une trajectoire. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut rester dans la sienne. Et donc, je me suis dit, bon, ben, il a fallu que je me résigne à tourner les images de désert dans la carrière de sable de Beauport, en fait. Je me suis dit, bon, ben, allons directement au spectacle. Et donc, plutôt que de faire un long métrage au complet que j'aurais découpé en morceaux pour utiliser dans un spectacle, on a tourné le tiers d'un long métrage qui ne va jamais exister. Mais le scénario du long métrage qui n'existera pas, lui, existe. Donc, s'il y a des réalisatrices dans la salle... Hein. Bon, l'historien des choses en moi, une petite question vraiment qui me chicote. À quel moment vous prenez contact, ça s'officialise? Est-ce qu'il y a une espèce de consentement à prêter un personnage comme ça, Mme Brassard, pour un projet de poésie? L'idée d'une adaptation d'un film, c'est plus fréquent. On peut avoir des livres qui prêtent à ça, mais le projet de Simon, de Mélanie d'abord, comment ça vous avait été présenté? Non, je pense qu'au départ, tu me parlais de vidéos, de cinéma, d'images. Tu me parlais, moi, je me souviens pas que tu m'aies parlé de Mélanie. On a nos premières traces écrites remontent à 2010. Où là, je dis, ben, je suis au Mexique, je pense que je vais écrire un livre sur ton personnage, Mélanie. C'est peut-être une étape vers le film ou le spectacle. Ça, c'est en 2010. En 2013, on reprend le collier parce que là, j'ai écrit un second scénario de long métrage. Et puis, donc, nos premières notes qui mènent au spectacle commencent en 2013. Et puis, en 2016, on a eu notre première rencontre de travail, Nicole et moi, en juin 2016. Mais de travail, mais on s'était déjà rencontrés et tu m'avais parlé de différents projets. C'était, oui. Le spectacle s'ouvre comme ça, 2016, si je ne m'abuse. Le travail s'amorce et on vous assiste en train de recréer, ni plus ni moins, le processus pour trouver l'angle, comment transposer ce roman-là au spectacle. Mais pas juste un roman en spectacle, mais transposer les enjeux. Et là, le mot transposer devient vraiment tout un catalyseur parce que la traduction est une transposition. Il y a cet effet de transformation, le typique proverbe italien que traduire, il y a une trahison, il y a une différence qui s'instaure. Donc, ce qui est intéressant du spectacle, c'est qu'on assiste à on va faire quoi, on va le transposer en quoi. Et donc, peut-être nous faire peut-être une petite visite guidée des débuts de cette réflexion-là et finalement, pour trouver quels aspects, la transposition jouerait entre quoi et quoi. Parce qu'on n'est pas du tout une question de changer de langue dans le spectacle, on est plutôt dans un changement de médium. Bon, vous avez parlé, Simon, il y a du cinéma, il y a également le théâtre qui s'ouvre plutôt comme une conférence parlée, il y a un micro de poésie aussi. Alors, il y a différentes instances, différents médiums qui pourraient peut-être jouer sur la question de la transposition, mais donc peut-être nous présenter un petit peu c'est ça, comment se profile tranquillement l'expérience de la traduction du roman dans le spectacle. Ben, moi, tout ce que je pourrais dire, c'est que j'ai vu en cours de route les questions que Simon voulait poser et qui reviennent dans le spectacle L'assassinat d'Angela Parkins, les questions sur lesquelles il voulait insister. Et puis, on le verra dans le spectacle aussi quand il dit, ben moi, tout ce que j'ai vu d'abord, c'est Mélanie. Ce n'est pas la question de la traduction. Donc, ce qui est intéressant, c'est là où il a fait le focus sur des questions, des problématiques. Et après, ben, le projet a pris son air d'aller comme ça. Mais aussi, une des qualités de Simon, c'est qu'il voit. Quand on lit une phrase, on voit un sens, on en place ici et là, mais lui voyait dans un geste, si je fais ce geste-là, moi je pouvais décrire ce geste-là, mais lui voyait toutes les séquences
du geste en tant que tel. Et ça se répercute dans l'imaginaire. Je le dis aussi dans le spectacle. Aussi, c'est que j'essaie de voir, quand je travaille avec un texte littéraire, qu'est-ce que le texte appelle. Est-ce que c'est un son? Est-ce que c'est une image? Les fameuses correspondances baudelairiennes, peut-être. Et donc... Rimbaldienne. Donc, correspondance baudelairienne et les AE voyelles couleurs. Ah, c'est ça, oui. Oui, Rimbaldienne, je t'interromps. Je t'en prie. Et donc, le désert mauve, c'est des images. Quand tu lis le désert mauve, c'est des images qui deviennent. Le texte est éminemment cinématographique et joue sur des codes, puis une iconographie qui est aussi cinématographique, tu sais, une cinématographie américaine, Paris-Texas, les motels, etc. Et donc, moi, dès les premières lectures du désert mauve, je voulais les recréer, ces images-là. Je voulais les voir. Et puis, après, quand je me suis intéressé plus aux processus qui sont mis en jeu dans le roman, c'est un peu devenu le roman qui... le référent pour ma démarche, en fait. Parce que cette idée de liberté de lecture, d'appropriation, de transformation du sens, c'est ce que j'essaie de faire dans les créations qu'on fait à Rhizome. Et donc, là, l'idée, c'était, dans le cas du désert mauve, le postulat de départ, c'est d'opérer une traduction du langage littérature avec ses codes, ses clichés, ses stéréotypes. Donc, la conférence, le micro de poésie, les feuilles, etc. Vu comme un cliché au départ, ça. Ben, pas des clichés, des stéréotypes. Tu sais, même la façon d'éclairer le micro, c'est les codes de la lecture de poésie. Donc, tu as un face pour voir le poète, puis tu as un bac pour que le poète voit la feuille. C'est ça. Et donc, une traduction vers le langage littérature avec ses codes, vers le langage cinéma. Puis le lieu de l'opération, c'est le spectacle. Et donc, c'est en 3 actes. On appelle ça des blocs. Il y a le bloc discussion, le bloc conférence. Le dernier bloc, parce que j'aime bien que le générique de film apparaisse aux 2 tiers du spectacle. Donc, ça, c'est le bloc cinéma. Puis entre les deux, c'est l'espèce de forme hybride un peu bâtarde du vidéopoème, où les images ne parlent pas encore par elles-mêmes, en fait. On est obligé de narrer les images. Et donc, on essaie d'en arriver graduellement au langage cinéma où les images parlent par elles-mêmes. C'est pour ça qu'on est évincé du plateau, d'ailleurs. Tous les jours, un grand nuage de fumée toxique arrêtait le temps au-dessus de la ville et Lorna Meyer tournait la tête vers le sud en direction des monts Ayo. Est-ce qu'on ne devrait pas parler d'Angela? Angela Parkins essaie, comme à chaque nuit, d'oublier l'image de l'enfer. Et une des composantes du roman qui prend beaucoup d'importance dans le spectacle, parce que justement, c'est une mise en image, c'est, on le disait évidemment, le désert, mais il y a tout cet arrière-plan historique d'essais nucléaires, de tests nucléaires. Les images sont vraiment fondamentales dans le spectacle. Dans le roman, c'est là aussi. Et avec cette question de c'est une espèce de contexte de guerre froide. Il y a ce personnage très mystérieux de l'homme long qui est vraiment très énigmatique, dans lequel, dans le spectacle, je réfléchis encore à le comprendre, à voir son incarnation transposée, sortie du roman. Mais peut-être, Mme Brassard, vous pourriez nous parler un peu de cet arrière-plan-là historique de violence, d'essais nucléaires. Qu'est-ce que ça venait infuser dans l'histoire plus intime qui se déroule dans le livre? En fait, l'homme long, c'est l'homme avec un grand H qui occupe tout l'espace imaginaire, symbolique, qui occupe tout l'espace en quelque sorte. Et c'est pour ça que pour lui, j'avais très peu de mots parce qu'il y en a déjà eu beaucoup dans l'histoire. Et j'ai demandé à quelqu'un, un photographe, de venir faire des photos de comment j'imaginais l'homme long. C'est certain que c'est un scientifique, donc en principe, c'est quelqu'un en qui on doit avoir confiance, mais dans la symbolique, c'est celui qui va raturer toutes les subjectivités féminines dans l'histoire. Jusqu'à aujourd'hui. Et donc, pour moi, l'image qui est porteuse de sens, c'est cette image où on voit l'homme long, c'est-à-dire qu'on voit son visage, on voit sa barbe, on voit l'homme réel, et dans le miroir, on ne voit que de la lumière, un éclatement de lumière. Et l'homme
l'homme avec un grand H, c'est cette lumière. On ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est vraiment une lumière? Est-ce que c'est une tache? On ne sait pas ce que c'est, mais ça occupe tout l'espace fantasmatique. Et les femmes, elles, vivent avec cet autre homme, celui dont on voit la barbe, etc., qui est un autre homme aussi, mais qui profite du privilège d'appartenir à la catégorie de l'homme avec un grand H, etc. Donc, je ne pouvais pas le laisser passer. C'était mon résumé, en quelque sorte, plus philosophique que le résumé quotidien que beaucoup de femmes font de l'homme dans leur propre quotidien aussi. Et ces images d'explosion nucléaire, c'est même mis en jeu dans le spectacle. Ah, c'est pas ces images-là que j'écoutais sur les YouTube pendant le tournage. Il y a une espèce de niveau ajouté là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe autour de cet imaginaire-là de la guerre nucléaire? En fait, pour moi, c'est une sorte d'imaginaire masculin, ou un potentiel masculin qu'on a idéalisé puis qui finalement mène à une grande déception de destruction. Parce que c'est le scientifique qui Découvre quelque c'est chose. ça. Donc, l'imaginaire scientifique, qui était éminemment masculin, c'est ma lecture, hein, quand il était dans sa potentialité théorique, il apportait que du bon. C'était comme juste un potentiel de savoir, etc. Puis quand on a la première application concrète qu'on en a faite, c'est une arme de destruction massive. Et donc là, tu as une image assez forte du patriarcat. Et puis, c'est intéressant parce que, bon, Nicole dit qu'elle avait très peu de mots pour l'homme long, mais dans le roman, tu as un chapitre sur les personnages féminins, un chapitre sur l'homme long. Puis ça alterne comme ça. Puis tous les chapitres de l'homme long, c'est sa crise d'anxiété. Donc, la crise d'anxiété de l'homme long, elle prend beaucoup, beaucoup de place dans le récit de Mélanie. Et c'est comme un montage parallèle entre la découverte du désir puis de la mort de Mélanie et la crise d'anxiété vis-à-vis peut-être cet aboutissement d'une connaissance absolue qui aboutit en destruction, en fait. Et l'autre incontournable du spectacle qui est vraiment nommé, c'est celui de la mort. Qu'est-ce qui. Le livre Le désert mauve m'est longtemps paru comme une espèce d'ambition totalisante aussi, de faire un livre avec plusieurs paliers, puis une espèce de livre qui se survit aussi, puisque ce processus-là de continuation qui appelle à une certaine durée. Mais la question de la mort est posée, vous l'avez placée dès le début du spectacle, mais elle est partout dans le roman. Peut-être pour essayer d'en faire une espèce de dernière observation pour clore notre entretien qui avance à bons pas, ce rôle finalement de la mort qui n'est peut-être pas une fin nécessairement, quelques considérations sur ce sujet-là? Le fait d'avoir choisi le désert, c'est un lieu dangereux, c'est un lieu de mort aussi. Et la question est posée à la civilisation. Il y a tout un passage où on s'interroge sur le paysage et sur la civilisation. Et je dois dire que c'est un des passages, moi, qui m'émeut le plus dans le texte, parce qu'on y est là d'une manière beaucoup plus visible qu'on pouvait l'imaginer il y a à peine 30 ans ou 40 ans, c'est ça. Et donc, mais pour moi, c'était le désert, la question de la mort, la beauté qui fait toujours survivre à la mort, la beauté qui surgit d'une manière parfois très sobre, mais qui fait toujours réagir contre la mort et qui fait continuer, qui donne espoir. Et c'est pour ça que je suis une femme du présent, une femme d'horizon aussi. Et je n'ai jamais appris à vivre sans horizon, justement. Et je pense qu'on le retrouve dans le désert aussi. On voit comment chaque thème du livre en appelle un autre. On aurait pu continuer sur la beauté. La beauté nous a ramené sur autre chose. On s'interrompt pour le moment. Reste plus qu'à rappeler que le spectacle Le Désert Mauve est toujours présenté ce soir à 19h à l'espace Jean Després. J'imagine que c'est Jean Després, de la Maison du Citoyen. Des bons billets disponibles toujours. Et je souhaite aux gens qui ont lu le roman de faire l'expérience du spectacle. Ça a été mon expérience. C'était tout à fait formidable. La scénographie est fantastique. Et pour ceux qui n'ont pas lu l'œuvre, je serais super intéressé de voir ça fonctionne aussi. J'ai parlé à des gens qui n'ont pas lu le livre et qui ont vu le spectacle. Puis ça leur donne envie de lire le livre, donc ça marche. C'est très heureux. Comme quoi, rien n'a jamais tout à fait de fin. Donc, merci beaucoup, Simon Dumas, Nicole Brossard, d'avoir été avec nous. Merci, Sébastien. Au public, bonne fin de salon.